Fermez les yeux et imaginez la France. Vous volez au-dessus d'elle, de son histoire, de son patrimoine, de sa gastronomie, de plaines en forêt, de vallons en collines, jusqu'à ses zones commerciales. Et oui, la France, c'est aussi ça. Celle de l'hypermarché, du rond-point, du discount, du caddie, des toits en tôle et du parking. De tous ces lieux à l'entrée de nos villes que l'on ne remarque même plus. Et pourtant, le nombre et le gigantisme de ces zones commerciales et l'importance du commerce de périphérie, comme on dit dans le jargon, nous démarquent en Europe. On compte aujourd'hui 1500 de ces zones en France, couvrant une surface équivalente à 5 fois Paris. Elles drainent 72% des dépenses en magasin des Français pour un chiffre d'affaires total annuel de 300 milliards d'euros. Récemment, le gouvernement a lancé un plan pour transformer, revitaliser ce que certains appellent la France moche, après ce constat fait en 2020. Ce choix d'un étalement continu, je crois que c'est un modèle dont nos concitoyens veulent sortir. Ils ne veulent plus de nouvelles grandes surfaces en périphérie. Ils veulent retrouver des commerces de centre-ville et de l'échange humain au plus proche. Vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Allons-y, agissons. Bon, OK, mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que les zones commerciales ont tué nos villes et surtout nos centres-villes? Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? D'abord, je vous propose un peu d'histoire. Voici comment les zones commerciales ont envahi la France. Pour commencer, il faut raconter l'histoire de la grande distribution et surtout de son temple, l'hypermarché. Depuis les années 60, c'est le poumon, voire le point de départ de la plupart des zones commerciales. Et vous allez voir, c'est une invention surtout française. Bonjour Jean-Claude Domas, vous êtes historien, spécialiste de la consommation. C'était comment le commerce en France dans les années 50? L'appareil commercial français est à la fois très archaïque et très dispersé. On a un commerce pour 54 habitants. En Allemagne, c'est 1 pour 83. Un commerce qui applique les méthodes de vente les plus traditionnelles. La romancière Annie Ernaux, dans son livre Les armoires vides, décrit précisément un de ces commerces, qui est l'épicerie café de ses parents, à Yvetot, en Normandie. Elle décrit un magasin mal aménagé, désordonné, où il n'y a aucune hygiène, où on vend des produits de qualité inférieure. Pour vous donner une idée, le premier supermarché arrive en France en 1958, alors qu'il y en a déjà des milliers aux États-Unis. Mais très vite, comme ailleurs, les 30 Glorieuses vont tout changer. Les salaires et le niveau de vie augmentent, la bagnole se démocratise, bref, une société de consommation de masse émerge et elle demande que ça, des énormes magasins et des gigantesques parkings. Les premiers à le flairer, c'est évidemment les patrons qui vont d'abord aller chercher des astuces aux États-Unis. Entre 1957 et 1965, 2300 hommes d'affaires français vont suivre les séminaires d'un certain Bernardo Trujillo qui enseigne les méthodes marchandes modernes pour le compte d'un fabricant de caisses enregistreuses. Trujillo, c'est le pape de la grande distribution. Il vante aux Français le libre-service, les grandes surfaces et des formules choc comme « no parking, no business », « empilez haut, vendez au prix bas » ou pour justifier ce qu'on appelle les prix d'appel, des îlots de pertes dans des océans de profit. Parmi les apôtres de Trujillo, il y a un Haut-Savoyard qui voit très grand, il s'appelle Marcel Fournier et oui, c'est le fondateur de Carrefour. Lui, il va pousser tous ses principes jusqu'au bout. Ils vont appliquer un principe simple qui est des prix bas tous les jours sur tous les produits. Et il faut vendre de tout sous un même toit, donc de l'alimentaire et du non-alimentaire, parce qu'il faut attirer le plus grand nombre de clients possible pour que, puisqu'on baisse les prix, ça soit rentable. Ce choix qui paraît étrange à tout le monde, que Walmart n'adoptera pas avant le milieu des années 80, parce que personne n'y croit aux États-Unis. C'est complètement opposé à cette philosophie, un îlot de perte dans un océan de profit. Et donc voilà, Carrefour crée en 1963 le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue de Paris. C'est un succès. Celui derrière moi, à Vitrolles, a été inauguré en 1970 sur une surface de 22 000 m². À quelques kilomètres de Marseille, au pied du rocher de Vitrolles, l'ouverture au public d'un nouveau centre commercial donne lieu depuis hier à une grande fête populaire. Le gigantesque magasin est déjà, nous semble-t-il, un spectacle en soi, et l'on peut même y flâner sans idée bien arrêtée. Dans les années 70, les hypermarchés vont essaimer un peu partout en France à la périphérie des villes parce que les terrains agricoles ne sont pas chers, parce qu'on peut profiter des flux d'autoroutes flambant neuves et des voies de contournement des villes et parce que le rêve pavillonnaire français devient réalité. Voici comment ça se passe par la suite. On va observer une deuxième phase de développement, cette fois de boîtes, de grandes et moyennes surfaces spécialisées qui vont venir profiter de la proximité de l'hypermarché
pour bénéficier effectivement des flux de fréquentation. Et petit à petit, vont se constituer des zones commerciales, ce qui explique leur grand succès finalement. Si le consommateur possède une automobile, il peut aller partout. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur les zones commerciales, est-ce que je peux vous embêter une minute? Qu'est-ce que vous appréciez dans une zone comme celle-ci? La possibilité de se garer rapidement et de trouver un petit peu de tout. J'aime bien parce qu'en fait, il y a tout à proximité. Donc, on a la grande surface, on a aussi les magasins de vêtements. Qu'est-ce que vous appréciez dans une zone commerciale comme celle-ci? C'est dire qu'il y a tout sur place. J'arrive ici, je me gare sur le parking et après, ma voiture, elle reste sur place. Je ne vais pas prendre la voiture pour faire chaque boutique. Voilà, c'est pour ça. Eh bien, on a le choix des magasins, on trouve tout ce qu'on veut. Et après, on finit nos courses chez Leclerc, qu'on apprécie bien. Dans un petit centre-ville, c'est plus compliqué? Malheureusement, c'est les places. Les places de parking? Les places de parking. Mais bon, c'est plutôt une zone que j'essaye de fuir, c'est vraiment cas d'urgence, quoi. Et pourquoi vous essayez de la fuir? Parce que c'est atroce. Ici, avant, c'était que des collines et des forêts. Maintenant, tout est bétonné, il y a des centres commerciaux partout. C'est dommage. Alors, pour avoir une idée de l'étalement commercial jusqu'à aujourd'hui, il faut regarder ce graphique. Ça, ce sont les surfaces de vente autorisées par les commissions départementales d'aménagement commercial. Elles sont centrales sur ce sujet. Et elles sont créées en 1973 pour réguler l'installation des moyennes et grandes surfaces à partir d'un seuil, généralement 1000 m². Au départ, l'objectif, c'est d'éviter l'écrasement de la petite entreprise, mais au fil du temps, ces commissions seront qualifiées parfois de machines à dire oui. Les grandes surfaces commencent donc à pousser comme des champignons dans les années 80, et au départ, elles peuvent compter sur le soutien des élus locaux qui siègent dans les commissions. Ils trouvent leur compte pour deux raisons. Ça crée de l'emploi et ça apporte des recettes fiscales. Mais il y a un côté plus sombre. Les distributeurs, pour obtenir les autorisations, vont acheter les voix des élus en finançant des campagnes de voix. Et d'autre part, en finançant des équipements collectifs, gymnases, piscines, collèges, ou on a couvert la France entière, les ronds-points. Et Michel-Édouard Leclerc avait une formule pour résumer, c'est comme au Saint-Denis, on paye avant. Au début des années 90, une crise immobilière et des lois anticorruption et en matière d'urbanisme commercial vont ralentir tout ça, mais ça repart de plus belle assez rapidement pour atteindre un pic de presque 4 millions de mètres carrés par année dans les années 2000, soit 60 stades de France annuellement. En fait, à l'époque, les surfaces de vente progressent 3 fois plus vite que la consommation des Français. Enfin, dernier point d'étape, en 2008, Nicolas Sarkozy libéralise le secteur sous la pression de l'Europe et supprime ce qu'on appelle le critère de densité commerciale. En gros, on construit même quand il y en a déjà assez pour tout le monde. Dans le sud de la France, j'ai rencontré une ancienne commerçante, Martine Donnette. Avec son mari Claude Zillot, elle milite depuis des années contre la concurrence déloyale des grandes surfaces. Leur association a poussé la justice à retoquer de nombreux projets de construction ou d'agrandissement. Ça fait 40 ans qu'on s'aperçoit que le commerce de proximité, ils n'en ont rien à faire. D'abord, on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, il y a 62% de communes qui n'ont plus un seul commerce. Et aujourd'hui, on est dans une sursaturation. Quand vous voyez sur Marseille le nombre de centres commerciaux qui ont été ouverts sans aucune analyse sur le commerce de proximité. Donc, on a privilégié toutes ces zones commerciales pour déshumaniser tous les centres-villes, tous les commerces, toutes les zones rurales, tout ça, c'est une vraie catastrophe. Voilà où on en est. Certes, ces dernières années, la construction a fortement ralenti grâce à de nouvelles lois qui ont un peu signé la fin de la récré. Mais ça ne s'arrête pas pour autant, on en reparlera. Reste qu'en un siècle, la surface commerciale a explosé alors que la France a perdu la moitié de ses magasins. Et ça, c'est un signe que le commerce s'est aussi concentré dans les mains d'une poignée de géants qui ont fait de leur secteur le principal responsable de l'artificialisation des sols. Bref, la France est saturée de zones commerciales, elles sont partout, bien pratiques, on y trouve de tout, y compris un modèle à bout de souffle.